Salut à tous. Alors, nouvelle petite vidéo aujourd'hui. On va voir comment on peut optimiser un petit peu Proxmox et notamment son stockage ZFS, donc les Z-Pools, et sa mémoire vive, histoire d'économiser un petit peu et de gagner en performance. Donc, dû à l'utilisation du ZFS, il y a plusieurs mécanismes qui vont impacter les performances de lecture et d'écriture du pool ZFS, ainsi que l'utilisation de la RAM. On va voir quelques paramètres qui peuvent être modifiés afin d'augmenter les performances. Donc quand je parle d'optimisation, il va de soi que ça dépend un peu de chaque configuration. Dans mon cas, j'ai deux VM qui sont pas identiques. Donc j'ai une VM Debian, du coup le Open Media Vault, et une VM Windows. Donc j'ai peu de données identiques. C'est important pour le paramètre de déduplication. Et puis, je stocke beaucoup de données déjà compressées, donc beaucoup de films et de séries. Donc, c'est des données qui sont déjà compressées et peu compressibles. Donc, sur mon installation, qui comprend à peu près 6 Tera de données, j'ai économisé environ 60 gigaoctets avec de la compression. Donc, à voir si par exemple ce paramètre-là est utile ou pas. Voilà, c'est à chacun de définir qu'est-ce qu'il juge bien. De toute façon, pour tous les paramètres, je vous mettrai un lien en description où vous pourrez retrouver toutes ces configurations-là et d'autres. Je me suis contenté de celles qui paraissaient les plus safe au niveau de la sécurité des données. Donc, pas désactiver des mécanismes trop importants au niveau de l'écriture. Et puis ceux qui permettaient le plus gros gain de performance. Donc un espèce de bon rapport performance-coût, coût-risque, je dirais. Je vais maintenant juste vous montrer un peu l'infra qu'on a. Donc, j'ai installé un serveur Proxmox de test. On a dessus un pool data qui est un pool ZFS. Et puis, j'ai juste préparé une machine Gparted pourquoi il est là, lui? On va le détacher, on le remettra après. Avec un live ISO Gparted qui est prêt dessus. Au niveau des disques, si on vient là, on a donc le disque système. Salut le chat. On a le disque système de 60 Go. On a 3 disques de 30 Go qui font partie du pool ZFS. Et on a ce disque SDB qu'on va utiliser juste après pour le cache. Donc si on vient voir en ligne de commande ce que ça donne, status, data, voilà. Chut le chat, chut. Ok, le chat qui s'est couché juste devant moi. Donc on a ici nos 3 disques actuellement qui sont utilisés pour notre pool, et on va voir par la suite que d'autres choses vont venir s'y ajouter. La première optimisation qu'on va faire, on va parler de la mémoire swap de Proxmox. Donc, si on vient ici, on peut voir qu'on a une mémoire swap qui est disponible. Donc la mémoire swap, c'est une partition sur le disque dur qui est dédiée et qui permet, lorsque la RAM devient saturée, de déplacer les fichiers de la RAM sur le disque dur. Sur Windows, ça s'appelle la pagination, et ça impacte énormément les performances, car bien évidemment les lectures et écritures sur le disque sont beaucoup plus lentes que les lectures et écritures sur la RAM. Donc on va voir comment ajuster ça pour être un petit peu plus permissif et utiliser la RAM le plus possible. Évidemment, on ne va pas désactiver le swap, parce qu'en cas de problème de saturation mémoire, on obtiendrait tout simplement un crash du serveur, et c'est pas souhaitable, mais on va réduire fortement les possibilités de son utilisation que dans des cas un peu extrêmes. Il est possible de voir l'utilisation actuelle du swap. Donc là, actuellement, on est à 0,00%. Cette modification, dans ce cas-là précis, sur cette installation de labo, elle n'est pas forcément très utile, vu qu'on n'a pas d'utilisation du swap. Mais sur votre installation, vous allez certainement voir que là, vous avez des valeurs et que c'est en cours d'utilisation. Il est également possible de voir ça en ligne de commande, l'utilisation ainsi que celle de la RAM avec la commande free-m. Donc voilà.
Donc, histoire de pouvoir modifier ça, on va d'abord s'intéresser à la valeur par défaut qui est mise dans Proxmox. Et on va utiliser cette commande-là. Et la valeur qui nous est retournée est 60. Donc, par défaut, la mémoire swap va commencer à être utilisée lorsque la RAM de l'hôte atteint les 60%. Donc, c'est pas forcément très élevé et surtout sur un hyperviseur, on peut rapidement atteindre cette valeur-là. Donc nous, on va modifier cette valeur-là pour utiliser une valeur de 0. 0 ne désactive pas, mais définit que lorsque la mémoire est saturée, on va pouvoir utiliser de la pagination. Sinon, il y a une valeur disabled qui peut être utilisée. Donc, pour ceci, on va entrer tout simplement cette commande-là. Hop. J'espère que ça a bien collé. Yes. Donc, sysctl, vmswapiness 0. On fait Enter. Maintenant, si on revient lire notre valeur, elle est maintenant de 0. Maintenant qu'on a défini au système quels étaient les seuils, il faut qu'on les applique. Donc pour ça, on va désactiver le swap avec la commande swapoff-a. Cette commande, en fonction de la mémoire swap qui est déjà utilisée, peut prendre un peu de temps car la mémoire swap va être vidée. Donc ça peut prendre un certain temps. Voire jusqu'à 15 minutes suivant les vitesses du stockage, etc. Donc dans ce cas-là, elle s'est terminée très rapidement. On peut faire maintenant swap on-a pour la réactiver. Ah, on peut voir que si je fais swap off-a, ici, le swap est totalement désactivé et non acquis, et que lorsque je la réactive immédiatement, le swap est réactivé et disponible. Donc on voit que le swap n'est pas désactivé, mais il va être extrêmement restreint dans son utilisation. On va maintenant passer à l'optimisation. Juste encore une chose, à savoir que les paramètres du swap peuvent être également faits dans OpenMediaVault. Donc voilà, ça peut être intéressant à faire. On va maintenant s'intéresser au pool ZFS. Donc le pool ZFS que l'on a ici. Et on va voir quelques paramètres dont on parlait un petit peu avant. Alors on va tout d'abord voir que les pools ZFS ont plusieurs paramètres intrinsèques qui définissent leur comportement. On peut voir ça avec la commande ZFS getAll qui va nous lister tous les paramètres liés au pool. Si on avait un disque dur qui était écrit, on verrait en dessous quels paramètres sont appliqués à chaque disque virtuel. On pourrait paramétrer ça indépendamment, mais nous on va configurer ça directement au niveau du pool. On va s'intéresser à quelques paramètres. On va s'intéresser au paramètre dedup qui est quelque part par là, du coup dans cette liste, le voilà. Donc là on voit qu'on a une valeur dedup qui est à on. On va s'intéresser à la valeur sync qui est là. Je les prends dans le désordre, hein, je les prends comme elles viennent. À la valeur sync, donc là on est en standard. On va s'intéresser à la partie atime qui est ici donc à nouveau à on. Et à la compression qui est juste au-dessus. Je me suis perdu. Ouais, là, voilà, la compression qui est là. Donc tous ces paramètres sont par défaut activés ou à des valeurs standards. Donc pour ce qui est de la dedup, ce paramètre il doit être ajusté comme j'ai dit avant l'écriture de toutes les données. Le désactiver en cours n'effacera pas l'index au fait. Donc la déduplication, c'est un mécanisme qui permet d'économiser de la mémoire disque en utilisant qu'une seule copie d'une donnée qui est redondante. Donc si vous avez plusieurs serveurs Windows absolument identiques, vous aurez au fait qu'un seul serveur Windows utilisé. Le coût de ça, c'est que c'est chargé dans la RAM et que voilà, si vous avez des données redondantes, aussi peu que vous en ayez, elles vont être chargées en RAM. Alors voilà, moi je préfère que ma RAM soit disponible pour les applications et pour mes VM, mais pas forcément pour du stockage. Donc je vais désactiver la déduplication donc, sur ce pool. Donc pour ça, on va utiliser la commande qui est là. Hop, je crois que ça n'a pas copié correctement. Voilà. Pas du tout. Hop. Voilà. Alors. Hop. On recommence. Ah mais il prend ça là. Ah, on va faire ça manuellement. ZFS. Set. Dedup. Égale off.
data. Voilà. Donc là maintenant, on a désactivé l'option de déduplication sur notre pool data. Donc si on refait un ZFS get all, on va voir que au niveau de la déduplication, je crois qu'elle était en bas. Où est-ce qu'elle était la dédup? Là. On a la dédup qui est à présent à off et que c'est un paramètre qui est local. Ensuite, on va désactiver le aTime. Au fait, le aTime a une tendance à générer des écritures lors de la lecture de fichiers, donc ce qui peut évidemment créer de la latence dans l'écriture des données. Donc on va désactiver ce paramètre aTime avec la commande ici. Voilà, donc ZFS set aTime off, donc de nouveau sur le pool data. On va désactiver la fonction sync. La fonction sync, elle permet d'augmenter la rapidité des écritures synchrones. Certaines applications exigent que les données soient effectivement écrites sur le disque et non pas dans un cache avant de considérer qu'il peut envoyer le reste. Donc, ce que va faire ce mécanisme, c'est qu'il va dire à l'application, il va lui mentir en lui disant « j'ai écrit les données » alors que ce n'est pas le cas. Ça augmente considérablement les écritures de ce type de données-là. Voilà. Mais il peut y avoir un risque de perte de données si vous avez une coupure de courant, par exemple, à un moment donné. Dans mon cas, j'ai peu de bases de données, etc. Donc, en cas de coupure de courant, ce ne serait pas forcément dramatique ou peu coûteux, et j'ai des backups. Donc voilà, de nouveau, je suis orienté performance et un peu moins sécurité. Donc pour ceci, on va utiliser la commande ZFS ZSync Disabled Data. Et maintenant, la dernière commande qui pourrait être effectuée, c'est la commande qui permet de désactiver la compression. À savoir que, de nouveau, comme je disais avant, sur 6 Tera de données, j'ai économisé personnellement 60 Go. Mon processeur n'est pas saturé, donc le coût en termes de calcul processeur n'impacte pas les performances de VVM, donc la compression ne me gêne pas, elle est pratiquement transparente, donc je vous conseille de la laisser. Maintenant, si votre processeur est un peu limité, vous pourriez avoir envie de désactiver cette compression, surtout que dans mon cas, elle apporte quand même globalement peu d'économie, donc à voir si cela dans votre cas est justifié, et vous pouvez au fait simplement la désactiver avec cette commande là, donc évidemment compression pas on mais off, donc sur data. Voilà. Donc maintenant qu'on a défini on a défini tous les paramètres de notre zpool, on peut aller y écrire les données et constater ou pas les gains de performance lors des lectures et écritures sur le disque. Donc voilà, je vous mettrai le lien en description pour que vous puissiez aller vous documenter vous-même sur les autres options évidemment si cela vous intéresse, mais vous pouvez vous y rendre par vous-même. Alors maintenant on va voir qu'il y a plusieurs manières également d'augmenter la performance du pool ZFS en y agrémentant un cache SSD. Donc un cache, quand je dis SSD, c'est un cache d'une mémoire qui est plus rapide que celle de votre stockage. Donc si vous avez des SSD, il faudra utiliser du NVMe. Et comme moi j'ai des disques durs SATA standard, j'ai ajouté un SSD. Donc dans ce cas-là, on va voir comment ajouter ce disque-là. Alors, à savoir que le ZFS utilise plusieurs types de caches. Nous, on va y ajouter un cache ZIL pour ZFS Intent Log et un cache L2ARC pour Layer 2 ARC, donc ARC de couche 2. Le L2ARC, il s'agit d'une extension du cache ARC ZFS. Au fait, il crée une base qui a pour but de stocker les données de priorité intermédiaire, au fait. Donc pour ça, il est possible de voir quelle quantité déjà de RAM, par exemple, juste pour le fun, utilise le ZFS, parce que le ZFS met déjà en cache ARC une partie des données. Alors peut-être sur cette installation, on ne verra pas quelle quantité de cache est utilisée, mais si je vais là-dessus, donc ça c'est mon installation OMV personnel, et qu'on utilise cette commande là, hop, voilà, tac, on peut voir ici
qu'il y a 3 gigas qui est utilisé pour l'arc. Alors là, c'est peu actuellement. À savoir que cette valeur, elle varie. Et elle peut monter parfois jusqu'à 20 gigaoctets. Donc on a vraiment, on peut voir dans Proxmox une variation de l'utilisation de la RAM sans que des VM ne soient démarrés ou arrêtés. C'est simplement le cache ARC qui varie. Donc si on fait cette commande là ici, on obtiendra, hop là mince, si on fait cette commande là ici, on obtiendra une valeur pratiquement nulle, j'imagine, vu qu'il n'y a rien dessus. Ah, il y a quand même 1 giga déjà de données écrites dessus. Donc voilà pour ça. Donc lors de mes tests, j'ai remarqué que lorsque le paramètre du ZPool ZFS Sync est désactivé, le cache ZIL est pas utilisé, mais elle devient active dès que le paramètre Sync est à nouveau activé. Donc je ne suis pas exactement certain de quels mécanismes sont appliqués. Toujours est-il que si maintenant je devais refaire mon cache, je n'utiliserai pas de partition ZIL étant donné que j'ai un paramètre sync sur off et que des tests que j'ai faits, ce cache là n'était pas utilisé. Il est possible de voir hein, l'utilisation des disques, etc. Mais on va voir ça juste après pour savoir qu'est-ce qui est utilisé ou pas. Donc on va utiliser maintenant notre disque dur qu'on a vu avant comme cache. Il va falloir passer par une petite étape de formatage pour créer les 2 partitions qui nous sont nécessaires pour les caches. Donc on a vu avant que notre disque dur était le SDB, sauf erreur. Voilà, celui-là, donc ce SDB qui est de 20 Go. On peut également le trouver depuis directement ligne de commande avec celle-ci, LSBLK. Et on voit qu'on a notre disque ici, SDB de 20 gigaoctets en attente. Alors on va ajouter ce disque dur en pass-through sur notre VMG Parted qui est là, afin de pouvoir aller la formater. Donc pour ça, on va utiliser une commande QM hop, qui va ajouter le disque SDB, nous avons dit, donc comme ici, DevSDB, à la VM100 comme Virtio 01. Hop là. C'est fait à présent. On devrait voir ici apparaître notre disque. Le voilà. On peut démarrer la VM. Hop, en console. Ouais, il va pas vouloir. On va faire ça comme ça. Hop, allez mon petit. Hop. Scaling, local scaling. Hop. Si je fais ça. Voilà, c'est mieux. Alors, j'espère que ça va pas trop tarder à démarrer. C'est anormalement lent. D'habitude, il me semble que c'est un peu plus rapide. Ah, voilà. Hop. Donc là, j'ai fait Hunter, Hunter, Hunter pour avoir juste les paramètres par défaut. Hop, on démarre Gparted. Et voilà notre disque. Donc on en a qu'un, vu qu'on en a monté qu'un seul à travers en pass-through sur notre VM. On va venir créer donc nos 2 partitions. La première partition doit être pour le ZIL et la seconde sera pour le cache. À savoir que le ZIL n'a pas forcément besoin de contenir d'être très grand. De ce que j'ai lu, on peut partir sur environ 8 gigaoctets de mémoire. Donc on va créer notre première partition ici de 8 gigaoctets et on va allouer le reste au cache. Voilà, donc ça ira très bien. On va appeler ça log, donc comme nom de partition, le label log. Comme formatage, vous pouvez laisser unformatted. Ça va de toute façon, le ZFS va créer sa partition dessus. Donc c'est pas nécessaire de formater en quoi que ce soit. Si vous mettez en X4, il va vous avertir qu'il a trouvé une partition dessus et il va vous demander de forcer l'effacement. Donc voilà, enfin c'est pas bien grave, mais pas nécessaire. Ensuite, on crée notre deuxième partition avec ce qui reste de la mémoire que l'on va appeler cache et qui va servir du coup de cache de lecture. Hop,
Ah mince, j'ai créé une partition x4. Alors on va annuler. Hop, hop, hop. On va unformatted, cache, cache. Ah, cache, ajouter. Voilà, donc on a nos deux labels, nos deux partitions. On peut faire appliquer. C'est terminé. On peut fermer. Hop, on éteint. Et on sera bon avec ça. Allez, hop, allez. Voilà, shutdown, s'il te plaît. Allez. Voilà, parfait. Donc on va détacher ce disque maintenant, car il n'a plus besoin d'être là, notre VM est éteinte. Parfait. Donc maintenant, si on refait la petite commande lsblk, on va voir que notre disque SDB contient deux partitions, donc une de 8 Go environ, et l'autre avec le reste de la mémoire. Et on va indiquer à notre Zpool d'utiliser ces deux caches, ces deux disques comme cache. Pour ce faire, il suffit d'utiliser la commande suivante. Donc, on va définir que, donc ça, on sait que notre disque il est sous /dev/sdb, donc notre partition 1 est /dev/sdb1, et la partition 2 pour notre cache qu'on a appelé cache est sdb2. Donc, hop, ah bah parfait, ça n'a pas copié ce que je voulais, hop, on recommence. Voilà. Donc on va faire zpool at data log pour définir que c'est le cache log. Et on lui dit d'utiliser le disque /dev/sdb1. Et on fait Enter. On va faire la même chose pour ajouter la partition de cache en faisant varier les variables, ce qui semble logique. Donc ce coup-ci, on va cibler la partition 2 et au lieu de log, on veut ajouter du cache et on fait Enter. Et maintenant, si on revient sur notre ZFS get all, non. Qu'est-ce que je voulais voilà, zpool status data. On va pouvoir voir que maintenant, on a ici les logs et le cache qui sont montés sur notre pool ZFS. On va pouvoir monitorer l'utilisation de ce cache avec la commande suivante. Donc zpool iostat. Hop là, je crois que j'ai copié n'importe quoi à nouveau. Voilà. Donc le V1, ça permet d'avoir un rafraîchissement. Donc là, évidemment, vu que je n'écris pas de données, la commande, les chiffres ne varient pas, mais dans le cas où on écrivait des données, on verrait tout ce petit monde s'animer. Donc là, vous pouvez voir également sur vos caches ici ce qui est utilisé et ce qui est libre, et également qu'est-ce qui est les opérations en cours, que ce soit en lecture, en écriture ou en termes de bande passante. Donc voilà pour cette vidéo d'optimisation un peu du stockage de Proxmox. J'espère que ça vous sera utile. De nouveau, je vous mets les liens dans la description pour vous documenter sur le sujet et voir qu'est-ce qui est le plus adapté pour vous. En tout cas, ces paramètres-là, c'est ceux que j'utilise à titre personnel. Donc libre à vous de simplement les copier ou de les faire varier en fonction de vos besoins. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit commentaire pour me dire que vous avez appliqué ces modifs, ça me fait toujours plaisir et c'est encourageant à chercher d'autres choses à partager. Et puis les petits pouces en l'air, bah, vous connaissez, je suis devenu un vrai youtubeur, voilà, c'est fait. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne année et à la prochaine. Ciao ciao.